avait pas beaucoup de personnes qui partaient en URSS à cette époque-là. Nos collègues, ils s'interrogent beaucoup, qui nous disent « mais vous partez en URSS, vous vous rendez compte, là-bas, il n'y a pas de liberté, c'est terrible, hein, est-ce que vous allez revenir ?» Durant toute la guerre froide, jusqu'à la chute du bloc soviétique en 1989, le voyage en URSS est un pèlerinage pour des milliers de Français qui ont foi dans le communisme. À l'image de Simone Signoret et Yves Montand, le couple glamour du communisme français qui a ouvert la route vers l'Est sous l'œil des caméras, Ginette et Alain Bourdon sont avides de découvrir l'Union soviétique. Un pays synonyme d'espoir pour ce couple d'ouvriers originaires du Mans. Dans notre imaginaire, l'URSS permet l'égalité à la culture, de quelque classe sociale que l'on soit, paysans, ouvriers. Ça représentait pour moi une certaine forme d'idéal. Donc on va filmer et on va photographier et on va prendre des notes pour transmettre. Voilà, notre but, c'était ça. Nous avons rencontré de nombreux témoins de cette aventure. À l'aide de leurs images, souvent inédites, ils nous racontent comment le voyage a transformé leurs croyances dans le communisme. En effet, ces séjours touristiques sont une habile opération de séduction mise en place par le régime soviétique pour gagner la lutte d'influence contre l'ennemi américain. L'encadrement des voyageurs est savamment orchestré pour qu'ils repartent avec une vision enchantée de la patrie du socialisme. Ainsi, certains ont vu leurs croyances renforcées. D'autres, au contraire, l'ont vu peu à peu vaciller. Pour beaucoup, le voyage en URSS fut un révélateur. Paris, gare du Nord. Quelques centaines de jeunes Français embarquent ce matin-là pour une destination très inhabituelle en ces temps de guerre froide. Moscou. Étudiants, paysans, ouvriers, ils font partie de ces pionniers qui inaugurent le voyage en URSS. Parmi eux se trouve André Sénic, 19 ans. Il est le responsable de la délégation des étudiants communistes. J'ai adhéré au parti à l'âge de 15 ans en pensant que c'était l'avenir du monde. L'idée que je me fais de l'Union soviétique, c'est évidemment, c'est le pays où se construit le socialisme. C'est le pays dont le peuple a fait la révolution. C'est-à-dire que c'est le pays dans lequel mon rêve se réalise. Fascinante pour les uns, effrayante pour les autres, à l'ouest, au milieu des années 50, l'URSS est un objet de fantasme et une contrée entourée de mystères. Car depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle est restée fermée aux voyageurs étrangers, retranchée derrière un rideau de fer qui coupe le monde en deux. À l'ouest, le monde capitaliste, à l'est, le monde communiste. Mais Nikita Khrouchtchev, le nouveau numéro 1 soviétique qui vient de succéder à Staline, veut maintenant séduire. Face à l'énorme puissance culturelle et financière déployée par les Américains pour vendre leur modèle, l'American Way of Life, au reste du monde, Khrouchtchev choisit de leur opposer partout le rêve communiste. Et pour commencer, il voit les choses en grand. Il invite à Moscou toute la jeunesse du monde à venir communier dans un grand festival de la paix et de l'amitié. Un pari risqué. Jamais l'URSS ne s'est ouverte à un événement d'une telle ampleur. L'objectif est de diffuser une image positive du régime par la visite, par le témoignage oculaire, montrer aussi que ce régime réussit et, à terme aussi, peut être diffusé à l'ensemble du monde. Au terme de 3 journées de voyage, 35 000 jeunes venant de 130 pays déferlent dans les gares de Moscou. Khrouchtchev leur a organisé un accueil sur mesure.
Un accueil inoubliable. Dès le moment où on arrive dans le camp socialiste, on a l'impression d'être en terre promise. L'entrée des délégations dans Moscou est triomphale. Des voyageurs filment la population soviétique venue en masse pour les accueillir. Je me souviens d'avoir été sur un camion et d'avoir vu donc la foule des soviétiques, et j'avais appris à dire en russe « Vive l'Union soviétique » de Здравствует СССР. Et quand je criais ce slogan, les moscovites qui nous regardaient répondaient par « Hourra !» Je me sens dans un état de ferveur avec ce peuple, quoi. Nikita Krivosheïn a 19 ans. Ce jeune moscovite est interprète-traducteur lors des conférences organisées pendant le festival. Mais en secret, il est un opposant résolu au régime. La venue de ces jeunes étrangers est pour lui providentielle. Les moscovites se sont précipités sur ces étudiants venus de Paris. C'était pour nous pas un bol, mais un tonneau d'oxygène. Le rideau de fer n'est pas une expression vaine, et c'était comme si on ouvrait votre cellule ou qu'on vous laissait sortir du camp. Khrouchtchev sait qu'il prend un risque en faisant venir ces étrangers, car ils sont porteurs de cette liberté dont son peuple est totalement privé. Alors, il a truffé la foule d'agents du KGB afin d'empêcher tout contact, toute liaison personnelle. Mais les services de renseignement sont vite dépassés par l'envergure de l'événement. Au milieu des festivités, soviétiques et occidentaux fraternisent. On échange des adresses et les langues se délient. Je n'essayais que de parler, de nouer un maximum de contacts et de parler avec une franchise maximum, c'est-à-dire de faire de la propagande anticommuniste et antisoviétique à bloc. Nikita Krivosheïn ouvre les yeux de jeunes touristes sur l'absence de liberté et sur la répression implacable que subissent ceux qui osent la réclamer. Quand on s'est promené dans Moscou, moi, il m'a semblé qu'il y avait des moscovites qui nous regardaient d'un air étonné. Étonnés de voir des occidentaux communistes venir volontairement faire ce que je pense aujourd'hui, c'est-à-dire faire ce qui leur était imposé à eux et qu'ils auraient aimé ne pas faire. Nous, on venait pour être comme eux, et eux rêvaient d'être comme nous. Et j'étais pas conscient que les peuples des régimes communistes étaient enfermés. La propagande soviétique filme les départs de festivaliers conquis par leur première expérience au pays des soviets. Mais il y a aussi les sceptiques, et ils sont nombreux. Khrouchtchev sait qu'ils feront une mauvaise publicité de son pays à l'ouest. Les derniers trains de festivaliers sont tout juste repartis, qu'une vague d'arrestations frappe les foyers de contestation. Parmi les 10 000 personnes arrêtées se trouve Nikita Krivosheïn. Le régime l'a identifié comme l'auteur d'un article critique passé clandestinement en France et publié dans le quotidien Le Monde. Après la fin du festival, au soir, je suis sorti de chez moi et plusieurs hommes se sont précipités, me saisissant de partout et en s'exclamant « Cet homme est un criminel d'État, il est recherché par les organes de sécurité ». Et j'ai été embarqué à la Lubyanka, où j'ai séjourné pendant 8 mois. Et ensuite, j'ai été condamné et déporté dans les camps de concentration de Mordovie. Nikita Krivosheïn restera détenu dans un goulag à 500 km de Moscou pendant 3 ans. Puis, contraint et forcé, il reprendra son travail de traducteur pour le régime soviétique. Khrouchtchev a bien compris la leçon. Ni lui, ni aucun autre dirigeant ne se risquera plus à organiser une grande manifestation incontrôlable comme ce festival. Désormais, pour promouvoir le rêve communiste, le régime soviétique va recourir au service d'une agence de voyage bien particulière, capable de contrôler de A à Z tout ce que feront et verront les voyageurs.
Intourist. Intourist est le produit du mariage du KGB et du ministère des Affaires étrangères. C'est un système ramifié, fermé, parfaitement huilé. Intourist est une organisation tentaculaire qui va permettre de surveiller le visiteur et de limiter ses contacts avec la population locale. Elle a ses propres hôtels, ses propres campings, sa propre flotte d'autobus, de minibus. C'est un système de voyage qui est strictement réservé aux étrangers. C'est-à-dire que le citoyen soviétique, normal, lambda, n'a pas accès à ses hôtels, n'a pas accès à ses restaurants. Tous les partis communistes de l'Ouest sont maintenant sollicités pour envoyer leurs voyageurs. Et la France est l'objectif numéro 1 de Moscou. Intourist installe ses bureaux en plein Paris pour travailler main dans la main avec le Parti communiste français. Avec ses centaines de milliers d'adhérents et ses millions de sympathisants à travers tout le pays, le PCF est le parti communiste le plus puissant d'Europe. Il dispose d'une nébuleuse d'associations de loisirs et de vacances qui proposent des formules de voyage bon marché adaptées à tous les profils. La jeunesse, les retraités, les salariés. Le parti considère que le voyage en URSS fait partie de la formation politique du militant. Voyager en URSS pour un communiste, c'est un véritable rite d'initiation. C'est justement aller voir de près en quoi ce modèle est réalisé. En train, en voiture ou en avion, ils sont d'abord quelques milliers à partir. Au cours des années 60, les Français formeront le plus gros contingent de voyageurs occidentaux à se rendre en URSS. C'est la période des pèlerinages enchantés au pays des Soviets. Guy Talva vit dans la banlieue rouge au sud de Paris. Il vient de terminer une formation d'ouvrier fraiseur. Ce jeune militant communiste, très engagé dans les luttes sociales, va vivre son premier voyage à l'étranger. Pour mes 18 ans, ma mère voulait me faire un cadeau. Et pour moi, le cadeau, c'était réaliser mon rêve, aller en Union soviétique. La mère de Guy tient un petit café. Elle a puisé dans ses économies pour que son fils fasse un voyage inoubliable à travers 3 villes. Kiev, Leningrad et Moscou. On bénéficie d'une prestation assez impressionnante. C'est-à-dire qu'on descend dans des grands hôtels. Moi-même, je n'avais jamais connu de tels hôtels. C'était les palaces d'hier. Pour la plupart issus de classes sociales modestes, les voyageurs sont flattés d'être traités comme des hôtes importants. Au restaurant, c'était l'abondance. On a même mangé du caviar. Les groupes de voyageurs sont pris en charge par une guide de l'Intourist. C'est le plus souvent une élégante jeune femme, très cultivée, maîtrisant plusieurs langues. La place rouge était vide. Gilbert Bécaud popularise jusqu'en France la charmante Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Toutes ces guides ont reçu une formation politique pour diffuser une image favorable du système soviétique. Mais elles ont aussi un autre rôle. Ces guides de l'Intourist étaient tenus de savoir observer, de savoir mémoriser, à détecter ceux qui essayaient d'entamer des dialogues, des contacts de tout ordre. À la fin de chacune de leurs missions, elles étaient tenues de présenter des rapports écrits nominatifs en citant les questions désagréables qui avaient pu leur être posées et qui les avaient posées. Au programme des visites, pour commencer, la découverte du patrimoine culturel et historique de la Russie éternelle.
le musée de l'Ermitage à Leningrad, le théâtre du Bolchoï ou l'église de Basile le Bienheureux à Moscou. Mais ceci n'est qu'une mise en bouche. Le véritable but du voyage est tout autre. Il doit faire la démonstration de la supériorité d'un système politique, le communisme. Et cette histoire-là commence par la visite au fondateur de l'URSS, le grand Lénine. Depuis 40 ans, il repose ici, au centre de la place rouge. Le père de la révolution bolchevique y fait l'objet d'un véritable culte. Tous les jours, dès le matin, une interminable file d'attente se forme. Des groupes venus de toute l'URSS attendent parfois des heures pour lui rendre hommage. Il y avait peut-être 3 kilomètres de queue pour rentrer dans le mausolée. Mais c'était les touristes qu'on favorisait. On a attendu, nous, un quart d'heure, on nous a fait passer devant tout le monde. Et personne ne disait rien. À l'intérieur du mausolée, ils découvrent la dépouille embaumée de Lénine, leur guide, leur conscience politique. C'était surtout beaucoup d'émotions, en fait, de profond respect, quoi. Il était bien conservé. Mon cœur battait, là. Gérard Voide, 20 ans, a grandi en Savoie. Il est ouvrier électricien dans le bâtiment. Le voyage en URSS joue un rôle déterminant dans l'évolution politique de ce jeune communiste. J'ai été élevé dans le milieu catholique. Et puis, avec l'adolescence, j'ai perdu la foi. Et j'ai changé de religion, en quelque sorte, en adhérant au mouvement communiste, quoi. À Moscou, il y a des Lénines partout, quoi. Partout. J'avais 2 appareils photo. Et puis, on développait nous-mêmes les photos, d'ailleurs. Moi, je m'y trahis assez facilement. Voilà, ça, c'est le genre de photos qu'on prenait, parce que pour nous, c'était extraordinaire. On considérait que c'était un génie. Un génie, fondateur d'un système politique dont les voyageurs sont maintenant invités à découvrir les réussites les plus incontestables. La première, c'est l'éducation de la jeunesse. Pour le Parti communiste, une jeunesse organisée, c'est une société qui avance vers un avenir radieux. Il tient à montrer à ses visiteurs que dans son système, filles et garçons, dans un esprit totalement égalitaire, reçoivent la meilleure éducation. Et ce, dès la crèche. Quand on est passé dans la crèche, ils étaient au lit, les enfants. Ils étaient tous allongés, couverts, et puis il y avait des éducatrices qui étaient à côté, qui surveillaient. Bon, ben là, on n'a pas fait beaucoup de bruit, parce que c'était vraiment des tout jeunes enfants. Je me souviens, les petits-enfants nous avaient chanté une chanson en français. Je sais pas si c'était Le Petit Navire ou enfin bon. Si les soviétiques font visiter autant de crèches, c'est pour une raison bien précise. Au milieu des années 60, la France en est presque dépourvue. Ça permettait quoi, ces crèches aussi? Ça permettait aux femmes de travailler. Contrairement à la France, où bien souvent, eh bien, dans la conception de la famille, la femme va rester à la maison, à s'occuper des enfants et de sa cuisine. Pour nous, on trouvait que c'était un système positif pour les familles, pour la femme et pour les enfants. Les groupes de voyageurs sont systématiquement conduits dans l'immense parc des expositions de Moscou. Le régime y met en scène ses meilleures réalisations techniques et scientifiques. Ici, dans le pavillon Cosmos, ils découvrent la réussite soviétique la plus spectaculaire. Un peu plus de 10 ans après la fin de la guerre qui avait mis le pays à genoux,
l'URSS a conquis l'espace. Comment ne pas être impressionné en voyant Spoutnik, le premier satellite placé en orbite autour de la Terre? Dans son module, la célèbre chienne Laïka. Ou encore Vostok 1, la fusée de Youri Gagarin, le premier homme dans l'espace. C'est une preuve de la supériorité du socialisme sur le capitalisme, dira Khrouchtchev dans un discours. La guide présentait ces réalisations comme sensationnelles, que leurs techniciens, leurs ingénieurs, leurs grands bonhommes avaient réussi quelque chose de phénoménal et que face aux États-Unis, ils étaient les premiers. Ça, il y avait cette fierté, une grande fierté. Ces exploits technologiques valent à l'URSS un extraordinaire prestige international. Au cours des années 60, elle devient la superpuissance planétaire concurrente des États-Unis. Les Soviets avaient plus de tanks que les États-Unis et toute l'Europe prises ensemble. Une industrie cosmique prospère, ce n'était pas pour rien. C'était au détriment du niveau de vie et au prix d'une paupérisation intense. Tout avait été fait pour éviter qu'ils ne voient la misère des banlieues moscovites, des appartements communautaires, des files d'attente dans les magasins d'alimentation. Il n'y avait pas de service. C'était une grande misère. Malgré toutes les précautions que pourra prendre la guide, le groupe croise parfois à une de ces longues files d'attente devant un magasin d'alimentation à moitié vide. Ça, les magasins étaient très mal achalandés. C'était toute une sinécure pour acheter quelque chose. Nous, on trouvait ça pas bien, mais on se rendait compte que les Russes ne critiquaient pas ça. Et ils attendaient patiemment leur tour. La guide de l'Intourist a été spécialement préparée pour répondre à ce genre de critiques. À chaque situation problématique, elle peut apporter une explication. On n'a pas eu de chance, on est tombé sur ce magasin vide, mais en fait, partout ailleurs, tout va bien. L'autre réponse possible, c'est une réponse qui va opposer, par exemple, l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire, chez vous, vous avez besoin de tout, vous êtes dans la surconsommation, etc. Chez nous, ce ne sont pas nos priorités. Et ça fonctionne et ça permet aussi aux visiteurs qui est parti confiant de se réassurer, en quelque sorte, de se dire, bon, globalement, le système fonctionne. Mais il faut quitter la ville, aller dans les campagnes pour mesurer la remarquable efficacité du socialisme soviétique, assure Intourist. Un système capable de produire en masse et pour le bonheur de tous. Les visiteurs vont maintenant pénétrer au cœur de la matrice. À 40 km de Moscou, Gérard Voide et son groupe découvrent un kolkhoz, une grande ferme coopérative qui appartient à l'État. On a des étendues extraordinaires de culture, de blé. C'était très mécanisé, hein. C'était des grosses moissonneuses-batteuses. C'est l'industrie à la campagne, quoi. Ils expliquaient qu'ils allaient dépasser la production de tous les pays occidentaux d'ici 1 ou 2 décennies. C'est-à-dire créer l'abondance qui faisait que c'était possible d'arriver au communisme. Et bon, à chaque fois, c'était aussi la fête, parce que tout ça, ça se passait avec de la vodka et des discours. Ce sont souvent les mêmes kolkhozes que l'on montre aux visiteurs, et ils ne sont pas choisis au hasard. Il y avait des itinéraires avec des kolkhozes qu'on appelait les kolkhozes millionnaires. Ça veut dire les kolkhozes dont la production se chiffrait en millions de roubles et dont les membres menaient une vie de cocaïne. C'était bidon. C'était pour une touriste. En majesté, sur d'immenses panneaux s'étale le tableau d'honneur des meilleurs ouvriers du kolkhoze. En face, les objectifs de production ainsi que les résultats obtenus. Toujours excellents. Pendant la visite, Guy Talva note scrupuleusement chaque chiffre dans son journal de voyage.
En 1957, le kolkhoz contenait 1250 travailleurs. Le rendement à l'hectare, pommes de terre, 150 quintaux à l'hectare, le blé, 27 quintaux à l'hectare. Le guide a pour objectif de le saturer d'informations. Donc ça, on n'a absolument aucun moyen de savoir si c'est vrai ou faux. Mais si je me rapporte à des exemples que je connais mieux dans l'entre-deux-guerres, ce sont clairement des fabrications ou du moins des sélections d'informations qui vont aller dans le bon sens jusqu'à occulter des problèmes majeurs. Dans la salle commune est écrit « Vive le grand peuple soviétique qui va vers le communisme ». C'est-à-dire que j'ai l'impression que, alors qu'on nous avait dit que l'agriculture était en difficulté et tout, alors qu'on visite un kolkhoz, et que c'est la démonstration inverse. Il y a eu une progression au point de vue de la production et une progression au niveau social. C'est par la visite d'une usine que les soviétiques parachèvent leur opération de séduction. Elles sont, elles aussi, soigneusement sélectionnées. Le régime ne montre le plus souvent que les fleurons de son industrie. Une usine de roulement à billes, une usine d'automobile. Pour Gérard Voide, ce sera une filature près de Moscou. Pour lui et beaucoup d'autres, c'est l'étape la plus importante du voyage. Il rencontre pour la première fois des ouvriers soviétiques, leurs camarades, héros bâtisseurs du socialisme. On avait donc envie de les photographier. Sûrement qu'on était un peu influencé sur les photos de propagande qui étaient de montrer l'ouvrier, l'ouvrière, héros, Stakhanovitch. C'est beau, quoi. L'ouvrier était un peu déifié. Il y avait une préparation à la venue de la délégation. On choisissait des ouvriers qui savaient quelles questions leur seront posées, comment ils allaient répondre. Des cantines dont le menu n'était pas celui de tous les jours. Il y avait un coup de balai. À Leningrad, Guy Talva visite lui aussi une filature. À en croire la guide, la productivité est excellente. Mais elle insiste surtout sur les très bonnes conditions de travail des ouvriers. Les heures de travail sont réparties de la façon suivante. 5 journées de 8 heures et le samedi 5 heures. Prochainement, les ouvriers ne feront plus que 40 heures de travail. Retraite pour les femmes, 45 ans. Retraite pour les hommes, 50 ans. N'importe quel ouvrier ayant les aptitudes, en suivant les cours du soir, peut devenir ingénieur ou chef d'atelier. Les services soviétiques en charge de la propagande savent très bien qu'en France, le monde ouvrier se bat précisément pour ces questions-là. Conditions et temps de travail, formation et évolution professionnelle. Elles mettent en avant tout ce qu'ils n'ont pas. En France, quand on est ouvrier, on reste ouvrier. Quand on est commerçant, on reste commerçant. Quand on est d'un milieu social aisé, on reste dans ce milieu-là. Alors que là, on a un pays qui a mis en application ce qu'on a toujours demandé. Ils sont en avance par rapport à nous, pour l'époque. Les usines que les voyageurs ont visitées ne sont pas représentatives de la réalité soviétique. En vérité, l'immense majorité des ouvriers soviétiques ont des droits et des conditions de travail bien inférieures à celles des ouvriers français. Mais cela, comment les voyageurs auraient-ils pu s'en rendre compte ? Au-delà des images et des discours de propagande, auraient-ils pu comprendre pendant leur voyage que le peuple soviétique vivait dans la précarité et l'absence de liberté ? Et certains n'ont-ils pas préféré croire plutôt que chercher à entrevoir une réalité qui pouvait heurter leurs convictions ? La machine de propagande soviétique, d'altération de la réalité, de camouflage, de mise en scène, ça a très bien fonctionné. Alors on est revenu gonflé à bloc. Moi, je termine ce voyage avec une grande euphorie.
Je me dis, ce pays-là, il faut qu'il réussisse. Il faut que ça continue et il faut que nous, on essaie de gagner des choses qu'ils ont et qu'on n'a pas. À leur retour, le Parti communiste français attend des voyageurs qu'ils se fassent propagandistes du modèle soviétique. Car il faut sans cesse renforcer l'engagement politique de l'ensemble des militants. Le voyage en URSS entre en quelque sorte dans la culture populaire française par les récits que font à leur retour les voyageurs, puisque c'est aussi une des attentes de ce système. Hein. Il faut témoigner au retour. Donc il faut montrer ses photos, faire un album photo, faire des conférences. Je m'étais engagé à prendre toutes les notes possibles et inimaginables sur place et à mon retour de pouvoir dire voilà ce que j'ai vu en Union soviétique pendant mon voyage. Et donc, nous, on essayait de mettre en exergue tout ce qui était positif dans ces pays-là, avec peut-être un peu d'exagération. Nous, les militants communistes, on faisait du porte-à-porte, de la propagande. Et à chaque fois, on disait « mais en Union soviétique », on présentait vraiment les choses comme le régime miracle et l'exemple à suivre. Ouais, on était vraiment des promoteurs de l'Union soviétique particulièrement. À la fin des années 60, le voyage à l'Est est à la mode. 30 000 Français partent chaque année derrière le rideau de fer. Mais l'enchantement des premiers voyageurs fait place à un regard plus critique. À l'Est comme à l'Ouest, c'est l'heure des printemps européens. À Paris, à Prague, la jeunesse défie les pouvoirs en place. Dans la rue, elle réclame plus de liberté. Cette nouvelle génération qui voyage en URSS découvre à son tour le système in-touriste et son contrôle permanent. Cela s'oppose à ses valeurs, et elle n'hésite pas à le dire. C'est le cas de ces étudiants parisiens interrogés par un journaliste de la télévision française. Messieurs, vous avez l'air enchantés de votre voyage en URSS. Enchanté, c'est beaucoup dire. Hein. Il y a quelques paysages intéressants. Malheureusement, c'est gâché par beaucoup de brimades, manque de confort et malgré tout une certaine méfiance qui est vis-à-vis de nous. Le touriste, lui, peut se considérer comme un genre d'interdit de séjour dans la campagne. Hein. Il doit rester dans la ville, se cantonner à la ville, et il ne peut absolument pas en sortir. Quelle sorte de soviétiques avez-vous rencontré surtout? Nous avons rencontré tout d'abord des guides de l'Intouriste. Ensuite, nous avons rencontré quelques vieilles personnes qui, dans leur jeunesse, avaient fait des séjours en France ou avaient parlé un français. Des marchands de glace de 4 Oui, c'est ça, à peu près. Alors finalement, peut-on porter un jugement sur l'URSS après un voyage comme celui-ci, 3 semaines? C'est absolument impossible. À la fin de l'été 1968, les chars soviétiques entrent en Tchécoslovaquie et mettent fin à ce qu'on appelle alors le printemps de Prague. L'espoir d'une plus grande liberté s'évanouit pour tous les peuples du bloc soviétique. Le Parti communiste français désapprouve l'intervention sans la condamner officiellement. Une position qui divise les militants. La crise pour les communistes de l'Ouest ne fait que commencer. Le regard des voyageurs qui se rendent en URSS va alors en être transformé. Quand on croit moins, on commence à voir. L'écrasement du printemps de Prague, pour moi, c'est une catastrophe. C'est un événement qui m'a profondément meurtri et façonné pour l'avenir, évidemment. Guy Konopnicki est étudiant en lettres à la faculté de Nanterre. À 20 ans, il est l'un des dirigeants de l'UEC, l'Union des étudiants communistes. Enfant des quartiers populaires de Paris, élevé dans la foi communiste, Guy a toujours eu une profonde affection pour l'URSS. Mais Prague a tout changé.
En juillet 1969, soit un an après les événements, il est invité en grande pompe par le pouvoir soviétique aux cérémonies du centenaire de la naissance de Lénine. Ce voyage, c'est une grande opération de séduction où il s'agit de reprendre en main les organisations de jeunesse. On sentait qu'il nous sortait le grand jeu, on était un peu sur nos gardes. Le régime soviétique a décidé d'utiliser la manière douce pour ramener dans le rang ceux qui critiquent encore leur intervention militaire. Mais cette fois, la stratégie de séduction ne va pas opérer. Les délégations étrangères sont conviées à un grand rassemblement sur les lieux de la bataille de Stalingrad. Les Soviétiques célèbrent leur victoire contre les nazis lors de cet immense affrontement qui a fait basculer le cours de la Deuxième Guerre mondiale. Un moment de grande confusion pour l'étudiant français contestataire élevé dans le mythe de Stalingrad, de l'héroïsme des soldats soviétiques qui ont combattu dans des conditions inouïes pour vaincre le nazisme. L'Union soviétique a sauvé le monde. C'est l'invincible armée rouge. Et nous, qui sommes critiques de ce que vient de faire l'armée rouge à Prague, cette armée rouge-là, on s'incline, on la salue, évidemment. On remercie l'armée de Stalingrad, pas celle de Prague. C'est la même. Et donc, nous voici littéralement au garde-à-vous, devant des soldats soviétiques qui rallument la flamme des combattants de Stalingrad. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Évidemment. Mais pour Guy, le voyage prend un tour inattendu lorsque sa délégation est conduite dans la célèbre usine qui fabriquait les chars pour la bataille de Stalingrad. Maintenant, elle fabrique des tracteurs. Le directeur de l'usine en profite pour vanter aux visiteurs sa remarquable productivité. Il y a la chaîne, et je me souviens très bien qu'il y avait dans la délégation française un camarade ouvrier de chez Renault. Il regarde, il me dit, alors là, c'est pas possible. Ou il nous raconte n'importe quoi sur la production, ou c'est un prodige. Je dis, attends, la chaîne, je la connais, j'y ai travaillé, ça va beaucoup plus vite. Il disait que c'était impossible de sortir, je sais plus, c'était 1000 tracteurs par mois ou 2000. À ce rythme-là, ils peuvent pas, c'est impossible. Il est sorti de là avec l'idée qu'il nous mentait sur les chiffres de production, voilà. Même le discours des officiels sonne faux. Il y a le directeur, les cadres, qui parlent à vos interprètes, qui vous reparlent. Je prends conscience d'un système bureaucratique qui nous tient un discours idéologique fermé. Ils ont des choses à cacher sur l'économie, ça va pas si bien. Voilà. Les Soviétiques ne veulent pas dévoiler les très mauvaises performances de leur économie. Tandis qu'à l'Ouest, le capitalisme connaît son heure de gloire avec les 30 Glorieuses, le système de production socialiste s'essouffle lentement. Même la technologie soviétique, qui avait apporté tant de prestige à l'URSS, n'est plus ce qu'elle était. Guy va le comprendre brutalement. Un matin, tout le programme de visite est annulé, sans autre explication. On ne sait pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, un camarade italien dit « Je vais appeler l'homme le mieux informé de Moscou ». Et il revient à la table avec un grand sourire. Eh bien, je vais vous dire ce qui se passe. Il y a un Américain qui est en train de marcher sur la Lune. Là, on se regarde. C'est la stupéfaction. Oui. Quoi? Ils sont battus là-dessus. Pour moi, c'est l'effondrement. L'URSS de Yuri Gagarin. Voilà. Et là-haut, il y a Armstrong. Ce moment de juillet 69 change la face du monde. Ça s'est arrêté ce jour-là, et ce jour-là, je suis à Moscou. À l'Ouest, au cours de la décennie 70, l'image de l'URSS est fortement détériorée. Léonid Brejnev, qui a succédé à Khrouchtchev, en est conscient.
C'est un conservateur. C'est lui qui a ordonné la répression à Prague. Vendre le rêve socialiste aux étrangers n'est pas sa priorité. Mais il a besoin d'eux et de leur devise pour redynamiser son économie. Alors, il va faire du tourisme une industrie. En France, dans les catalogues de voyage des associations proches du PC, les arguments touristiques priment dorénavant sur les arguments politiques. Un séjour dans une station balnéaire au bord de la mer Noire, ou une excursion en Asie centrale sur la route de la soie. On vend des destinations de cartes postales où l'on peut passer du bon temps en toute normalité. Chaque année, 700 000 touristes en provenance des pays capitalistes achètent leur voyage, dont 40 000 Français. Frédéric Martorell est en poste à Moscou. Chaque semaine, il accueille et accompagne des groupes de voyageurs français pour le compte de Tourisme et Travail, un des organismes de loisirs proches du PC. Dans les circuits dont il est responsable, figure encore la visite d'une usine ou d'un kolkhoz. Mais elle ne se déroule plus comme avant. Les guides disaient toujours la même chose, les gens que l'on croisait officiellement disaient toujours la même chose. C'est ça qui posait problème. Ils voyaient bien que le discours était très stéréotypé, en fin de compte, presque trop calibré pour être honnête. La mécanique jadis bien huilée de la propagande s'est enrayée, comme si les soviétiques avaient cessé de croire aux rêves socialistes. Il y a eu cette foi communiste, mais vers la fin, elle s'est tellement étiolée et désincarnée qu'il n'en restait plus grand-chose. Et enfin, il y a cette vétusté des installations qui maintenant saute aux yeux. Je crois que c'était les plus pros qui revenaient les plus déçus par la situation. Et ça, parfois, c'était un petit peu dur à vivre. Sur leurs films personnels, les drapeaux rouges et les portraits de Lénine sont peu à peu remplacés par les anciens palais et les églises orthodoxes. Quand il n'est pas en visite avec un groupe, Frédéric Martorell travaille depuis sa chambre d'hôtel dans le centre de Moscou. Une guide avec qui il sympathise lui révèle qu'il fait l'objet d'une surveillance. On m'a quand même montré que j'avais un micro dans ma chambre, et c'est vrai que j'étais un petit peu surpris que de temps en temps, certains choix que nous faisions dans des réunions de travail avec les accompagnateurs soient presque anticipés par ailleurs. Donc j'organisais mes réunions de travail dans l'ascenseur. Alors heureusement que j'étais au 17e étage, comme ça on avait le temps d'organiser des réunions. Mais je ne pensais pas qu'à mon propre niveau, une responsabilité assez banale, je sois autant surveillé que ça. Le cas de Frédéric Martorell résume à lui seul la crispation du pouvoir soviétique vis-à-vis des étrangers à la fin des années 70. Brejnev soupçonne un grand nombre d'entre eux de sympathie envers ses opposants, les dissidents politiques. Ceux qui, comme le scientifique Andreï Sakharov, dénoncent la corruption du pouvoir et l'absence de liberté en URSS. Il sait que certains voyageurs les soutiennent en passant leurs ouvrages interdits à l'Ouest. Ainsi, l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn a pu paraître en France et provoquer une onde de choc dans le monde entier. Brejnev suspecte même certains étrangers d'aider des soviétiques à fuir le pays. Alors, à Moscou, la surveillance est à son comble, car fait exceptionnel, la capitale soviétique s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques et le régime entend montrer une image parfaite de l'URSS. Les soviétiques veulent que les étrangers gardent de ces Jeux un bon souvenir. Mais il y aura deux catégories de touristes. Les bons, ceux qui ne s'intéressent qu'au sport, et les méchants, les curieux, ceux-là même que la presse et la télévision qualifient déjà d'espions et de provocateurs, comme quoi, à Moscou, il ne faudra surtout pas mélanger le sport et la politique. Evelyn Askolovitch arrive à Moscou en plein préparatif des Jeux Olympiques.
Cette Parisienne, femme au foyer, mère de 2 enfants, fait partie de ces nouveaux voyageurs qui détournent le système in-touriste à d'autres fins. Evelyne n'est pas en visite. Les autorités ignorent le véritable but de son voyage. J'ai un esprit un peu aventureux, j'aime bien l'imprévu. Peut-être que ça vient aussi du fait que tout petit enfant, j'étais dans des camps de concentration et que pour moi, de venir en aide aux autres, apparemment, ça doit être dans mes gènes. J'avais envie de faire quelque chose et j'ai décidé de venir en aide à ces Juifs qui voulaient sortir d'Union soviétique. Depuis le milieu des années 70, des milliers de Juifs soviétiques, les réfusniks, demandent à quitter l'URSS pour émigrer en Israël ou aux États-Unis. Une simple demande de visa de sortie fait d'eux une cible du gouvernement. C'était pour beaucoup pas un risque, mais la certitude, souvent, de se faire licencier. Parfois de se faire accuser de parasitisme social et de mener une existence de paria. On ne quitte pas l'URSS, un système politique parfait où le peuple doit être heureux. Evelyne attend le bon moment pour entrer en contact avec des réfusniks. Pour ne pas éveiller les soupçons, avec l'ami qui l'accompagne, les premiers jours, elle joue les parfaites touristes. Avant le départ, on a appris à Evelyne à coder les numéros de téléphone des familles qu'elle doit rencontrer. On lui a aussi recommandé de ne pas appeler de l'hôtel, où les téléphones sont sur écoute. Le monsieur qui nous avait bien préparé nous a dit « Vous vous éloignez de 10 minutes à pied pour trouver une cabine téléphonique. » Et donc là, on téléphonait aux gens et on disait que nous étions des amis, qu'on voulait les voir. Et ils nous attendaient toujours dans le dernier wagon du métro, le soir. Evelyne et son amie parviennent à rencontrer une dizaine de familles à Moscou et à Minsk. Pour ces soviétiques mis au banc de la société, leur venue est un réconfort, une bouffée d'air. Les intérieurs étaient toujours d'une simplicité incroyable. On leur apportait énormément de nourriture. On leur apportait du chocolat et on leur apportait également des vêtements, des jeans. Parce que, par exemple, un jean Levi's était monnayable et une famille pouvait vivre pendant 1 à 2 mois en vendant un jean. C'était des choses qui leur rendaient service. Il fallait bien qu'ils vivent. Le but d'Evelyne était d'arriver jusqu'à ces familles et que les services de sécurité le sachent. Le fait de les voir, quelque part, les protégeait. On ne pouvait pas faire avec quelqu'un qui était visité de l'Ouest, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Parce qu'elles sont maintenant ouvertement soutenues par une organisation occidentale, le régime soviétique n'osera pas infliger à ces familles le traitement qu'ont subi des dizaines de réfusniks. L'arrestation, voire pour certains, le goulag. Evelyne a réussi sa mission, mais elle risque l'expulsion ou l'arrestation pour complot contre l'État soviétique. On m'a téléphoné, bonjour, c'est la direction de l'hôtel, vous êtes convoqué de venir au bureau de l'Intourist. L'Intourist, ça voulait dire les KGB. Alors je suis allée dans le bureau du directeur de l'hôtel qui m'a dit, vous savez, c'est très grave. J'ai dit, ah bon, pourquoi c'est très grave? Vous avez visité des gens, j'ai dit, alors c'est des amis. Et là, c'était un jeu du chat et la souris. Dès l'instant où je prouvais que je n'avais pas peur, ils avaient moins de prise sur moi non plus. Et le lendemain matin, j'ai pu partir en France, à Paris. Grâce à la pression constante d'organisations israéliennes, françaises et américaines, le sort des réfusniks s'améliore dans les années 80 au cours de la glasnost de Mikhaïl Gorbatchev. Mais la politique entreprise par le nouveau maître du Kremlin pour réformer le pays et relever son économie échoue.
et précipite la fin d'un système. Alors, pour tous les peuples du bloc soviétique, la porte s'ouvre. Avec la chute d'un mur, à Berlin. Ces scènes suivies dans le monde entier annoncent l'effondrement prochain de l'URSS, qui dorénavant n'incarne plus le rêve communiste. Ainsi s'achève 40 ans de soft power soviétique, une opération de propagande exceptionnelle par son ampleur. Les Français ont été plus d'1 million à faire le voyage au pays des soviets, passant pour certains du rêve au désenchantement. Quand il y a eu la chute du mur, moi j'étais déjà totalement anticommuniste. Quand j'ai compris comment fonctionnaient les régimes communistes, j'ai compris que j'avais été dupé pendant le festival. La démocratie n'existait pas, quoi. On nous gavait comme des oies, c'est sûr. Hein. Il y avait un côté religieux, disons-le, c'est vrai. J'ai encore pensé un certain temps qu'il n'y avait pas que le mensonge. Il y a un moment, il n'y a que le mensonge. Pour les autres, l'URSS n'est plus. Mais le rêve communiste persistera. On s'est aperçu des graves erreurs du régime soviétique. Là, on comprend qu'on ne nous a pas tout dit et qu'on ne savait pas tout. Par contre, nous, notre idéal communiste reste le même. Nous restons des militants communistes, nous restons des lecteurs de l'humanité. On y restera jusqu'à la fin de nos jours, j'espère le plus longtemps possible.